Le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Bamako pour une visite de quelques heures. La situation de Kidal au menu de la visite. Kidal, il en a été question cet après-midi à la primature au cours d'une réunion interministérielle. Kidal, toujours Kidal, le ministre de la Défense et des anciens combattants est l'invité de ce 20h pour faire le point de la situation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé cet après-midi à Bamako. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, donc à Bamako, pour s'entretenir avec son homologue malien de la situation dans la région de Kidal. Cet après-midi, donc, l'arrivée du président mauritanien, du président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, est venu réaffirmer le soutien de son pays au peuple malien. Pour le chef de l'État mauritanien, le Mali peut attendre de tout de la Mauritanie pour une résolution définitive de la crise du Nord. Le président Mohamed Ould Abdelaziz et Ibrahim Boubacar Keïta ont eu un tête-à-tête avant de tenir un point de presse. Nous pensons pouvoir vous proposer cet élément d'ici la fin de ce journal. À la primature, le Premier ministre Moussa Mara a rencontré cet après-midi une délégation de leaders religieux, des représentants de la société civile, les femmes et jeunes, ainsi que la presse nationale et internationale. Le chef du gouvernement a invité ses compatriotes à plus de solidarité et à faire preuve de sursaut national dans la recherche de solutions face à la situation du Nord. À la presse, il les a invités à plus de professionnalisme, nous dit Khadija Toukone. La presse nationale et internationale était face ce jeudi au Premier ministre Moussa Mara. Le chef du gouvernement a tenu à les rencontrer pour d'abord les informer sur la situation actuelle au nord du Mali, mais aussi les inviter à privilégier l'unité nationale, l'entente et la mobilisation. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est que le Premier ministre nous a mis devant nos responsabilités respectives. Nous sommes dans une période de crise et la presse, comme une armée, a son rôle à jouer. Dans le cas d'espèce, il pense que notre rôle peut être plus grave que la Kalachnikov. Parce qu'en période de crise, chaque mot, chaque attitude a ses conséquences et ses pesants. Il nous a demandé dans ce cadre d'aider dans nos prises de parole, dans nos écrits, à faire en sorte que le gouvernement ne soit pas mal à l'aise face à des partenaires qui sont venus nous aider. Auparavant, c'étaient les autorités religieuses et civiles ainsi que la jeunesse qui ont répondu à l'invitation du Premier ministre Moussa Mara. Le message, c'est d'abord nous expliquer la situation qui prévaut au niveau gouvernemental. Pensons que c'est des informations très utiles et rassurantes. C'est vraiment demander aussi à ce que tout le peuple malien se mette ensemble aujourd'hui pour faire face à cette situation. C'est une épreuve. Et c'est au moment des épreuves vraiment qu'on doit se donner la main et on doit se serrer les coudes. Chaque Malien a sa part dans cette souffrance, soit par alliance, soit par des parentés, en tout cas c'est ça. Et devant la souffrance, justement, nous devons savoir raison garder. Ce que nous recherchons, c'est la réconciliation, c'est le dialogue. Il faut que les gens se retrouvent, se parlent. Et c'est à partir de ça qu'on peut se pardonner. Mais la violence gratuite ne peut qu'empirer la situation. Nous avons aussi des séances de prière, là, du coup, on l'a dit, vendredi, samedi, dimanche, nous sommes invités. Nous appeler, nous charger ce qui est déjà notre mission depuis la nuit des temps,
donner la bonne information aux populations. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous allons apporter la bonne réconciliation, la bonne parole. La bonne parole, c'est quoi? C'est la paix, c'est la cohésion, c'est la réconciliation, l'entente entre les Maliens. Mettre l'intérêt du Mali au-dessus de toute autre considération, cela doit être la volonté de tous les Maliens en cette période difficile, selon le Premier ministre Moussa Mara. Toujours à la primature, les membres du comité interministériel sur le nord du Mali ont tenu une réunion aujourd'hui sur un certain nombre de points, notamment la réorganisation des forces armées, les pourparlers avec les groupes armés. Aussi, ils ont discuté de la stratégie intégrée du développement des régions du Nord. C'était sous la présidence du Premier ministre, mais pour plus de détails sur la rencontre, notre reporter a tendu son micro au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en même temps porte-parole du gouvernement. Nous avons tenu cette réunion à la demande du haut représentant du chef de l'État pour les pourparlers intermaliens, Monsieur le Premier ministre Modibo Keïta. C'est une réunion qui était prévue depuis 2 semaines et son objectif, c'est que le gouvernement s'organise par rapport aux points qui vont faire l'objet de discussion. Et sur cela, je vais énumérer un certain nombre de points qui vont faire donc l'objet de ces discussions. Donc le premier point, c'est de préparer l'ordre du jour des pourparlers. Et cet ordre du jour, ça va inclure les thématiques que nous allons aborder, les participants souhaités, la durée des pourparlers. Il y a aussi un certain nombre de points de discussion sur lesquels nous sommes convenus et certains départements ministériels vont être chefs de file. Il s'agit notamment des points concernant l'organisation administrative et institutionnelle du Mali, et en particulier pour les régions du Nord. Il s'agit aussi de la stratégie de développement intégré des régions du Nord. Il s'agit de la réorganisation des forces de défense et de sécurité ainsi que le programme DDR. La question de la promotion, de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Il y a la question de justice et réconciliation. Donc un certain nombre de points pour lesquels on a désigné des ministres qui vont assurer le chef de file et d'autres ministères vont les aider. Il y a aussi, on a discuté de l'implication de tous ces points-là en termes financiers. Donc lorsqu'on va préparer par exemple la question sur la bonne gouvernance ou la question sur la protection et la promotion des droits de l'homme, il faudrait savoir combien ça va coûter à l'État. Et on va mettre tous ces documents-là ensemble et les mettre à la disposition de monsieur le haut représentant dans un délai d'une semaine environ. Quand est-ce que ces pourparlers auront lieu? Nous sommes en train de nous préparer. Comme vous le savez, le chef de l'État l'a indiqué clairement dans son message à la nation du 19 mai et aussi dans le communiqué du gouvernement du 21 mai que notre priorité, c'est le dialogue. Donc, nous allons organiser cela. Comme je vous l'ai dit, le calendrier aussi prévoyait que cette réunion ait lieu. Ça a été prévu depuis 2 semaines. Donc, nous nous préparons. Nous n'avons pas la date exacte parce que ce n'est pas une seule partie qui détermine. Avec les groupes armés, les groupes rebelles, nous allons nous mettre d'accord très rapidement sur un calendrier. Des propos recueillis par Daouda Sidiki Diarra. Des marches de soutien ont été encore organisées aujourd'hui un peu partout dans le pays. Ici à Bamako, c'est l'Union nationale des travailleurs qui a appelé à la mobilisation. La marche est partie de la Bourse du Travail à la primature où les marcheurs ont été accueillis par le Premier ministre. Moussa Mara leur a exprimé sa reconnaissance avant de les exhorter à l'union sacrée et éviter surtout la stigmatisation pour gagner la bataille. Mohamed Diarra. Aucun sacrifice n'est de trop pour sauver la patrie, surtout quand elle traverse des mois difficiles. Voilà la raison qui a motivé des milliers de travailleurs maliens à abattre le pavé pendant plus de 2 heures pour soutenir les autorités maliennes et les forces armées qui défendent vaillamment l'intégrité du territoire. Les manifestants répondent ainsi à l'appel de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. C'est très fort, un message patriotique, un message à l'intention du gouvernement du Mali, un message de soutien
aux forces armées et de sécurité, un message aux forces internationales de jouer pleinement leur rôle. Voilà le message que nous avons. L'UNTM pour l'ensemble des travailleurs, pour soutenir le gouvernement, soutenir les forces armées de sécurité. Les messages sur les banderoles et autres pancartes sont suffisamment explicites pour affirmer l'attachement du peuple malien à son armée. Non aux actes barbares, plus d'otages maliens au Mali. Le Mali est un et indivisible. Le Mali est un État souverain. La marche est partie de la bourse du travail à la primature avec une escale à la place de l'indépendance, symbole du Mali. À la primature, les marcheurs ont rejoint les femmes du Mali qui ont marché pour la même cause. Nous réaffirmons notre attachement au principe de l'indivisibilité du territoire et de l'intégrité du territoire, à la laïcité et au respect des engagements signés par notre État. Et c'est un Premier ministre serein qui est venu à la rencontre des milliers de marcheurs pour leur exprimer toute sa reconnaissance avant de leur livrer le message d'apaisement. C'est surtout de leur demander de rester mobilisés. Vous savez, je l'ai dit, ce qui est en train de se commencer est éminemment politique. C'est par la tête qu'on résout, ce n'est pas par les muscles. De rester mobilisés derrière les autorités. Chaque fois que les autorités ont besoin de communiquer vis-à-vis d'eux, qu'ils viennent, qu'on puisse communiquer. La deuxième chose, c'est de rester derrière les forces armées et de leur dire que l'option principale des autorités maliennes, c'est toujours le dialogue. Nous voulons toujours nous asseoir et parler pour résoudre les problèmes pacifiquement. L'autre élément, c'est qu'ils ne fassent pas d'amalgame. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de troubles à Bamako. On a besoin de mobilisation à Bamako, mais on n'a pas besoin de troubles. Ce dont on a besoin à Bamako, c'est que les populations restent mobilisées et qu'elles soutiennent les autorités, qu'elles soutiennent les forces armées, mais qu'elles ne fassent pas d'amalgame. Pas d'amalgame vis-à-vis de nos compatriotes tamashek, arabes et autres, pas d'amalgame vis-à-vis de la MINUSMA ou de la France ou d'autres formes de forces ici, comme le communiqué du gouvernement l'a dit. La marche s'est déroulée sans incident majeur et le message des autorités semble bien compris. Assemblée nationale, le bureau de l'institution élargi au président des groupes parlementaires vient de tenir une réunion extraordinaire. C'est afin d'examiner l'évolution de la récente crise survenue à Kidal. Et les élus se sont ainsi prononcés sur les attaques et agressions perpétrées par le MNLA et alliés. La déclaration du bureau lue par l'honorable Moussa Timbine au micro de Fademba Keïta. Déclaration de l'Assemblée nationale du Mali. Sur convocation de l'honorable Isiaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'institution, élargi au président des groupes parlementaires, a tenu une réunion extraordinaire ce jour 22 mai 2014 afin d'examiner l'évolution de la récente crise survenue à Kidal suite aux attaques et agressions perpétrées par le MNLA, le HCUA, le MAA et leurs alliés narco-djihadistes. Le bureau de l'Assemblée nationale s'incline devant la mémoire des victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur, présente ses condoléances les plus sincères et attristées à leurs familles et souhaite prompt rétablissement aux blessés de cette guerre imposée au Mali. Salue le courage, le sacrifice et l'esprit de patriotisme de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont défendu la nation au prix de leur vie contre les forces obscurantistes du MNLA, du HCUA, du MAA et de leurs alliés narco-djihadistes. Réitère son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement et au président de la République dans leurs efforts visant à sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali, un et indivisible. Lance un vibrant appel aux pays voisins et amis, ainsi qu'à la CEDEAO, à l'Union africaine, aux Nations unies et à la communauté internationale, afin qu'ils soutiennent les efforts que déploie le gouvernement de la République du Mali en vue de recouvrer l'intégralité du territoire national et à y exercer pleinement sa souveraineté.
demande au gouvernement et à la communauté internationale l'inscription sur la liste des organisations terroristes du MNLA dont les actions auront pour effet de faire le lit aux groupes djihadistes que sont en Sardine, le Moujao, Boko Haram et Hakimi, et de transformer le nord du Mali en sanctuaire terroriste et de zone de non-droit. Lance un appel pressant aux frères Touaregs embrigadés par les narcotrafiquants de rejoindre la nation malienne. Encourage le président de la République dans la recherche de la paix en privilégiant le dialogue. Salue la sagesse du président de la République d'observer un cessez-le-feu suite à l'appel du secrétaire général des Nations Unies. Exhorte les chefs traditionnels, les chefs religieux, la société civile et l'ensemble du peuple malien à se mobiliser autour des institutions de la République, des forces et de défense de sécurité en ces heures critiques que vit notre nation et de leur apporter le soutien multiforme qui sied en pareilles circonstances. Fait à Bamako le 22 mai 2014, le président Isaka Sidibé. Mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, un invité dans ce journal, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubei Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Et bonsoir. Vous étiez sur ce même plateau à 13h et ce soir vous êtes là. Ça suppose qu'il y a eu des évolutions. Sinon, quelles sont les dernières nouvelles du terrain? Les dernières nouvelles, je vais d'abord commencer par confirmer ce que les députés ont dit tout à l'heure par rapport à l'accord du président pour un cessez-le-feu. Donc au nom du gouvernement, j'ai confirmé par écrit notre accord pour le cessez-le-feu. Et donc les discussions continuent à d'autres niveaux pour qu'ils deviennent exécutoires dans les 72 heures à venir au plus tard. La deuxième chose que je vais dire, c'est que par rapport à ce que j'avais dit cet après-midi, c'est que, 1, nous nous sommes retirés de Kidal. 2, sur l'ensemble du théâtre, nos positions restent intactes. Parce que dans tous ces endroits, nous avons assez de volume d'effectifs pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Je vais rappeler qu'à Kidal, avant les événements, avant le 17 mai, nous n'avions toutes forces confondues qu'environ 250 hommes, c'est-à-dire militaires, policiers, gardes et gendarmes confondus. Et il faut savoir que le théâtre sur lequel se déroule Maliba va de Nara à Tessalit. Et donc sur l'ensemble des secteurs de ce théâtre, notamment dans la région de Gao, il n'y a aucune difficulté pour nous sur ce plan-là, pour dire que contrairement à tout ce qui s'est dit, Menaka, c'est vrai, nous sommes sous pression, parce qu'il y a des groupes que nous pensons être principalement animés par le Moujao, mais avec toujours les mêmes alliés. Et nous sommes sous pression, mais nos positions sont intactes. Et nos forces partenaires, Serval et la MINUSMA, ont aussi pris des dispositions pour nous appuyer, le cas échéant. Dans la région de Tombouctou, nous n'avons pas de problème. Et nous avons renforcé nos positions dans la région de Mopti et dans les autres points. Et nous continuons d'alimenter la manœuvre, comme on dit, pour apporter les soutiens dont nos éléments ont besoin sur le terrain. Nos forces, comme je l'ai dit, avaient entrepris hier des actions en vue de récupérer ce que nous considérions comme des points clés au sein de Kidal, toujours dans la volonté d'asseoir la souveraineté de l'État à Kidal comme partout ailleurs. Et après des premiers succès, nous avons connu des revers. Et bon, ça arrive dans l'action militaire. Et comme je l'ai dit à 13h, il n'y a aucune armée dans le monde qui a gagné une guerre sans perdre au moins une bataille. Nous considérons donc que c'est une étape. Et à cette période-là, nous sommes en train de réorganiser nos forces, de les redéployer. Nous allons réinvestir un certain nombre de positions desquelles nous nous sommes retirés pour mieux nous réorganiser comme à Nefis, comme à Songo, dans les heures à venir. Donc nous réorganisons. Et toujours en attendant que les objectifs que nous serons assignés dans le cadre de la restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire et de la sécurisation des populations, que nous puissions y faire face sans grosse difficulté. Monsieur le ministre, à l'heure où nous diffusons, quel est le bilan
Le bilan, nous n'avons pas le bilan de l'autre côté, mais il y a eu des morts, des blessés de part et d'autre. Nous avons une trentaine de blessés, dont une vingtaine sont arrivés à Gao en fin d'après-midi. Et nous pensons que dans le reste de la soirée, les autres vont rejoindre. Et nous avions des éléments qui s'étaient retirés auprès de la MINUSMA et donc qui viennent à Gao aussi. Et puis nous avions une vingtaine de morts malheureusement, comme cela arrive, et parmi lesquels le colonel Faisal et d'autres. Pour dire aussi que c'est toutes les entités de l'armée malienne qui se battent et c'est toutes les composantes nationales de l'armée malienne qui se battent. Et je crois que c'est un peu ça le bilan. Nous avons des prisonniers, mais un nombre beaucoup moins important que la propagande de l'autre camp ne le laisse apparaître. Mais globalement, ce qui est important, je crois, c'est aussi le bilan moral. Le bilan moral, c'est que nos forces n'ont pas connu de débandade comme malheureusement c'était le cas en 2012. Elles se sont repliées, se sont retirées en bon ordre pour se réorganiser, se reconstruire psychologiquement. Et comme je dis, il n'y a aucun soldat qui a passé le pont de Wabaria comme en 2012. Et donc bientôt, dans les heures à venir, ils vont se redéployer. Aussi avec l'appui de nos forces partenaires sur les positions. Vous avez justement parlé de l'appui de l'opération Serval, Monsieur le ministre. Oui, tout à fait. Je pense que je le mentionne expressément dans la droite ligne de ce que le Premier ministre disait tout à l'heure et que le Président rappelait, c'est-à-dire que nous devons éviter les amalgames. Les forces internationales qui sont là sont des forces partenaires. Je pense qu'après les événements du 17 mai et des jours qui ont suivi, nous tirons tous les leçons de ce qui s'est passé et nous essayons de nous reconfigurer par rapport aux actions à venir. Avez-vous pu mettre un visage, sinon une identité sur ces éléments qui combattent dans la région je pense que cela a été amplement dit par le Premier ministre, par le Président. À l'évidence, le MNLA a été appuyé par ses alliés traditionnels depuis 2012, c'est-à-dire tous les groupes qui sont dans les trafics, mais aussi qui sont dans le terrorisme et autres. Mais pour nous aujourd'hui, c'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est de continuer de gérer la situation qui est née de l'action d'hier et de faire en sorte que nous soyons dans une posture toujours pour être en mesure de répondre à nos missions. Et de dire que par rapport à cette situation-là, il y a trois choses importantes qu'il faut retenir. C'est que d'une part, c'est de ne pas céder à la panique, parce que c'est la propagande des autres. Parce que malheureusement, avec l'effet de la propagande, il y a des villes comme Gao. Mais justement, d'après les informations que nous avons, la panique est aux portes de Gao, de Tombouctou. Oui, mais c'est pour ça que j'insiste dessus, pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème. Il ne faut pas céder à cette panique-là, parce que comme je l'ai dit, à Kidal, la situation est née du fait que nous n'avions que 250 hommes au maximum pour toutes les forces, ce qui n'est pas le cas sur les autres secteurs. Donc il ne faut pas céder à la panique. Et deuxièmement, il ne faut pas céder aussi à la stigmatisation, parce que c'est la faute à laquelle les autres veulent nous pousser. Et comme l'a dit Monseigneur Zerbo tout à l'heure, chaque Malien porte en lui une part des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'armée malienne, dans les autres secteurs de la nation, les Maliens sont côte à côte, blanc et noir, noir et blanc. Et donc, il faut faire attention à ne pas céder à la stigmatisation et ne pas céder aussi à l'amalgame, pour ne pas confondre, comme je dis, les fronts et les adversaires. Il faut ne se tromper ni de front ni d'adversaire. Les forces internationales qui sont là interviennent souvent avec la lecture qu'elles ont de la situation. Dieu merci, après les événements qui se sont passés, chacun a tiré les leçons de ce qui s'est passé et chacun se reconfigure pour que nous agissions en solidarité et en synergie, parce que leur objectif, c'est quand même de nous aider à nous stabiliser et à consolider nos institutions et tout cela. Et pour dire aussi que nos forces armées n'ont aucun problème matériel sur le terrain.
Et aujourd'hui, nous avons une logistique sur 2660 km. Il n'y a aucune discontinuité, il n'y a aucune rupture. Elles n'ont pas de problème, elles n'ont pas connu le succès attendu hier, mais elles se préparent, elles se réorganisent, elles reprennent leur courage, elles reprennent leur morale, et elles inscrivent leur action dans la volonté nationale qui a été largement exprimée plusieurs fois, qui est d'asseoir la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, de garantir la cohésion de la nation, de sécuriser les populations et leurs biens, et de sécuriser le processus politique qui va venir, parce que si nous n'avons pas de forces de sécurité et de défense à la hauteur, nous ne pourrons pas sécuriser la paix. C'est un processus long qui peut connaître des hauts et des bas, et il faut intégrer cet aspect-là. Et quels que soient les revers que nous pouvons connaître momentanément, il faut garder la foi de pouvoir continuer. Mais en tant que ministre de la Défense et des anciens combattants, avec tous ces problèmes de communication vers Gao, on nous fait comprendre que le réseau a été coupé. Comment est le moral de la troupe aujourd'hui? Non, mais le moral est bon, il se reconstruit. Vous savez, sur le terrain militaire, un plan de bataille résiste rarement au premier coup de feu. Donc, on a pu connaître une désorganisation par rapport au plan qui avait été préalablement établi. Nous sommes en train d'en tirer les leçons. Et puis, la prochaine fois, on prendra les dispositions pour que ce qui nous est arrivé ne nous arrive pas. Comme je l'ai dit, vous savez, quand vous engagez une action militaire, elle est fondamentalement réversible. Ça marche, souvent ça piétine. L'important, c'est de toujours continuer. Et aujourd'hui, l'état d'esprit de nos militaires, c'est d'être à la hauteur des ambitions qui sont placées en elles, à la hauteur de la mission qui leur est confiée, qui est de faire en sorte que l'État soit présent partout sur le territoire et conformément, je crois, à une volonté nationale qui fait l'unanimité. Monsieur le ministre, une dernière question, puisque vous demandez à la population de ne pas tomber dans la confusion, parce qu'on voit de milliers de jeunes qui sont là, qui posent des questions, qui veulent aller au nord. Est-ce qu'il y a un schéma? Non, il n'y a aucun problème. Vous savez, avant qu'il y ait ces événements-là, nous-mêmes, nous étions au niveau de notre ministère en discussion avec le ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne de manière à faire en sorte que les jeunes aussi connaissent le Nord, parce que toutes les actions de solidarité sont importantes, mais nous allons mettre en œuvre avec les différents ministères, quand le moment s'y prêtera le mieux, une sorte de circuit citoyen, une sorte de circuit de citoyenneté. Dans un cadre bien formel. Ah oui, tout à fait, pour faire en sorte que il y ait une meilleure connaissance aussi du territoire. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ce que je peux dire, nous avons un bon état d'esprit, nous avons un bon moral et nous continuons nos missions. Il n'y a pas lieu de désespérer. Non, tout à fait. Voilà. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation, et cela dans le cadre de la communication gouvernementale. Et nous osons espérer vous revoir sur ce même plateau pour d'autres développements. Merci, Monsieur le ministre. À l'occasion des événements tragiques survenus à Kidal, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, invite l'ensemble des leaders religieux de toutes les confessions à organiser demain, vendredi et dimanche et jours suivants des séances de prière à travers tout le pays. Ces prières sont destinées à implorer le Tout-Puissant pour le repos de l'âme des victimes et le retour de la paix dans notre pays. La communauté musulmane de Bozola porte à la connaissance de tous les musulmans de Bozola et environ qu'une grande cérémonie de lecture de Coran sera organisée à l'ancienne mosquée du vendredi, dimanche 25 mai. À partir de 9h, la dite lecture de Coran a pour but d'implorer Allah, le Tout-Puissant, pour le repos de l'âme de tous nos défunts musulmans proches ou lointains, le retour définitif de la concorde et la paix dans notre chère patrie. Et ce communiqué du Conseil économique et social suite aux événements survenus à Kidal du 17 au 27 mai 2014, le Conseil économique, social et culturel du Mali condamne avec la dernière énergie les actes criminels perpétrés
par les bandits armés du MNLA et de ses acolytes terroristes d'AQMI et des narcotrafiquants, occasionnant ainsi des pertes en vies humaines. Ces lâches assassinats sapent les dispositifs mis en place par le gouvernement du Mali pour enclencher le processus de paix, de dialogue et de réconciliation. Ils constituent également une violation grave de l'accord préliminaire de Ouagadougou. En réaffirmant son soutien inconditionnel et indéfectible au président de la République, au gouvernement, aux forces armées et de sécurité du Mali, le Conseil économique, social et culturel tient à rappeler que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. La coordination des partis politiques de la majorité présidentielle invite tous les Maliens à sortir massivement pour une grande marche pour l'unité nationale, la cohésion sociale et de soutien au gouvernement et aux forces armées. La marche va de la place Liberté Échangeur Babemba, monument de l'indépendance. Et cette grande marche se tiendra samedi 24 mai. Nous avons reçu aujourd'hui les réactions du réseau d'appui pour une meilleure gouvernance au Mali, de l'association Djamana Nyeta, de l'association Unité malienne dans l'effort et la justice pour la paix, le réseau Alternance pour un Mali debout, le collectif des syndicats nationaux du Mali, la coalition des alternatives africaines d'aide et développement, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali, la sous-section RPM de Djelibougou, l'Union des patriotes pour le renouveau, le réseau des historiens géographes du Mali, le Conseil politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'association Djamana, l'association malienne pour le changement, l'association Anseko de Kita, le bureau de coordination de l'AEM invite le peuple malien à l'union sacrée autour des autorités pour la restauration de l'intégrité territoriale et adresse leurs condoléances au gouvernement, aux parents des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Voilà, on me fait signe que l'élément sur la visite que vient d'effectuer le président de la Mauritanie, le président en exercice de l'Union africaine est prêt et que Mohamed Ould Abdelaziz est venu réaffirmer le soutien de son peuple au peuple malien. Pour le chef de l'État mauritanien, le Mali peut attendre de tout de la Mauritanie pour une résolution définitive de la crise du Nord. Le président Mohamed Ould Abdelaziz et Ibrahim Boubacar Keïta ont eu un tête-à-tête avant de tenir un point de presse. Bourama Traoré, compte rendu. Si dans les moments difficiles on reconnaît les vrais amis, le président de la République islamique de Mauritanie apporte tout son soutien au peuple malien. En visite au Mali, Mohamed Ould Abdelaziz a eu un tête-à-tête avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta au palais de Koulouba. Naturellement, les derniers développements de la situation sécuritaire à Kidal ont dominé l'entretien, à l'issue duquel les deux chefs d'État ont animé un point de presse. Les premiers mots du président Ibrahim Boubacar Keïta sont ceux de remerciement. L'objet de sa visite qui est d'amitié et de solidarité vraie, pour venir témoigner au peuple du Mali toute la fraternité, toute la solidarité du peuple frère de Mauritanie. Je n'en remercie jamais assez au nom de tout notre peuple, du nord au sud, d'est en ouest. Pour le président mauritanien, la sécurité dans la région se joue incontestablement au nord malien et aucun effort ne sera épargné pour rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Le Mali peut et doit s'attendre de tout de la Mauritanie. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce que le Mali peut endurer touchera directement la Mauritanie. Donc, on ne peut pas épargner un effort, une contribution, un engagement pour apaiser et pour sortir le Mali de cette situation. Donc nous sommes à côté du Mali, nous sommes prêts à nous engager aux côtés de nos frères maliens pour régler ce problème. Mais il faut qu'on sache une chose, que traiter ce problème, ramener la paix, ce n'est pas s'engager dans une guerre. Parce que tôt ou tard, on aura besoin de dialoguer, de discuter. Donc on est à côté du Mali
pour arriver à cette fin qui doit ramener la paix dans la région, qui doit ramener la sécurité et la stabilité. Les présidents maliens et mauritaniens conviennent donc de privilégier le dialogue pour trouver une solution définitive à la crise du Nord. Dialogue inclusif et intermalien avec un principe non négociable, le respect de l'unité du Mali. Occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta d'inviter ses compatriotes au calme et à l'unité. Nous avons dit que nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de stigmatisation d'aucun de nos frères, d'aucune de nos sœurs. Ce pays, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, depuis des siècles, est un pays de blancs et de noirs. Dans toutes nos familles, nous sommes métissés. Et nous n'avons jamais connu ici de différenciation par rapport à cela. Qu'au jour d'aujourd'hui, nul ne l'oublie. Et nous ne saurions tolérer que personne s'en prenne à son voisin, à son plus que frère. C'est cela qui est recherché. Évitons cela. Évitons également de jeter le bébé avec l'eau du bain. Évitons également que l'arbre cache la forêt. Nos amis de l'aménagement, je dis bien nos amis de l'aménagement, nos amis de Serval sont en mission ici au Mali pour aider le peuple malien à se retrouver, pour aider l'État du Mali à reprendre les choses en main qui nous avaient échappé et qui, dans bien des domaines, nous échappent encore. L'État malien, n'oublions pas, est en reconstruction. C'est laborieux, c'est difficile et ça explique beaucoup de choses qui se sont passées dans les 2 derniers jours. Nul découragement, nulle perte de sérénité, mais que surtout l'on ne s'en prenne pas à nos amis, à ceux qui sont venus pour nous aider et qui continuent de le faire dans la limite de missions qui leur ont été assignées. Sachons respecter nos amis, sachons respecter nos autres. Cela est conforme à l'éthique malienne. Cela est conforme à l'humanisme soudanien dont nous aimons tant nous vanter. Sachons non seulement raison gardée, dignité gardée et honneur conservé. Auparavant, le président de la République avait offert un déjeuner à la délégation mauritanienne. Occasion pour les 2 parties de poursuivre les discussions sur la situation au Mali. Nous vous proposerons l'intégralité de cette conférence de presse demain soir après le journal de 20h. Et le président mauritanien, je le disais, était à Bamako pour une visite de quelques heures et son avion a déjà décollé pour son pays, la Mauritanie. Pour être tout à fait complet dans ce dossier de la situation de Kidal, suite aux événements de Kidal, le président de la République a informé le Conseil des ministres de la déclaration d'un deuil national de 3 jours à compter de demain, vendredi 23 mai 2014 à 0h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires. Les drapeaux seront mis en berne pendant la durée du deuil. L'actualité sur un tout autre plan, l'espoir renaît chez les populations des régions du Nord grâce à l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires. En guise d'illustration, le Canada vient de mettre un montant de plus de 450 millions de francs CFA à la disposition de 2 organisations paysannes de la région de Tombouctou. La somme servira à accroître la production de blé et lutter contre l'insécurité alimentaire. La signature de la convention s'est déroulée au ministère de l'économie et des finances en présence de notre reporter Mohamed Jarrah. C'est une bouffée d'oxygène pour les 2 organisations paysannes de la région de Tombouctou qui bénéficient d'un appui de plus de 458 millions de francs CFA. Il s'agit de l'Union des producteurs agricoles de blé et de l'ONG Action pour la formation et l'autopromotion rurale. Un financement rendu possible grâce à la coopération Mali-Canada à travers le Fonds commun de développement. Le financement de l'ONG AFAR pour un montant de 191 121 524 francs CFA servira à soutenir le projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de lutte contre la désertification par la promotion de la petite irrigation dans la région de Tombouctou, notamment dans les cercles de Diré et de Goudnam. Quant à l'organisation paysanne Babaou Djissi, son financement de 207 820
1311 francs CFA servira à accroître la production et la productivité dans les sous-secteurs blé et riz et à améliorer le revenu de ses membres. Par ce geste, le Canada manifeste sa volonté de lutter contre l'insécurité alimentaire au Mali. Le Canada a une très longue tradition d'appuyer justement à la fois les organes gouvernementaux, mais aussi la société civile pour qu'elle joue son rôle pleinement. Et le dernier commentaire, c'est que la thématique de la sécurité alimentaire est absolument au cœur, encore une fois, historiquement, de la coopération canadienne. La signature de 2 ententes bipartites avec Babahou d'ici et Afar d'un montant cumulé de 398 941 835 francs pour le financement des actions de sécurité alimentaire vient clore l'allocation par le Fonds commun de développement de près de 10 milliards de francs CFA depuis 2002 dans le cadre de sa seconde phase. L'appui devra aussi contribuer à réduire la souffrance des populations de Tombouctou après la crise de 2012. Elles devront pouvoir mener des activités génératrices de revenus. La 8e session du Conseil de direction du contrôle financier vient de prendre fin à l'hôtel Olympe de Bamako. 2 jours durant, les acteurs de la chaîne de la dépense publique ont examiné et débattu de la déconcentration du contrôle financier, l'interconnexion de la chaîne de dépense, les directions du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et de l'État de leur transposition dans la législation nationale. Fademba Keita. Les exposés et débats sous l'égide d'un bureau présidé par le directeur national du contrôle financier portent sur 2 points essentiels. L'état d'exécution, les recommandations de la 7e session de 2013 et les thèmes au menu de cette session. C'est en vue d'assurer l'efficacité, une meilleure maîtrise et gestion des finances publiques de notre pays. Nous avons mis beaucoup l'accent sur le contenu des directives de l'UEMOA, l'état de leur transposition et l'implication de ces directives sur l'avenir du contrôle financier. Les échanges ont débouché sur des résolutions. Nous avons fait des recommandations par rapport à la poursuite du programme de formation que nous avons déjà et à son renforcement. Nous avons aussi fait des recommandations pour améliorer les outils de travail que nous avons, notamment la mercuriale des prix, qui est un outil de travail de contrôle financier. La structuration envisagée conformément aux directives du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA intéresse également les structures rattachées. Si nous voulons avoir une chaîne beaucoup plus correcte et qui correspond à beaucoup plus de clarté dans la dépense, il faut profiter de l'expérience des cadres de la Direction nationale du contrôle financier. Cela va permettre de renforcer le contrôle, et notre matière c'est le contrôle, et ça va permettre de diminuer les risques au niveau des dépenses. Le programme d'activité de l'année en cours prévoit notamment les formations, l'achat d'équipements, les réalisations des infrastructures et la poursuite de la déconcentration. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, a dans son cahier de doléances de l'année 2014 38 points de revendication. Elle vient de remettre le document au ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions et le patronat. Al-Jumatina. À travers cette remise des documents, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali fait découvrir au ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, ainsi que le patronat, le contenu de son cahier de doléances de l'année 2014. Il importe donc qu'on se parle, nous tous, avec la plus grande sincérité, dans la vérité, pour restaurer la confiance entre tous les partenaires. Parce que l'État, c'est aussi les partenariats. Nous avons beaucoup de respect pour les travailleurs et nous avons la ferme détermination de prendre en charge les préoccupations des travailleurs. Le document élaboré par la CSTM s'articule autour de 38 points de revendication, au nombre desquels l'intégration de tous les anciens à la fonction publique de l'État et aussi que la CSTM soit dans les commissions tripartites, c'est-à-dire dans les conseils d'administration, l'augmentation d'une façon générale des salaires, l'augmentation de la valeur indiciaire, l'augmentation des pensions aussi. Il restera maintenant au ministre de présenter ses cahiers de doléances au gouvernement.
La cérémonie d'ouverture des négociations intergouvernementales germano-maliennes a débuté à Bamako. C'est l'occasion d'évaluer l'évolution de cette coopération bilatérale et de la renforcer en envisageant de nouvelles perspectives à hauteur des attentes de nos deux peuples. Rachel Tessougou. La coopération germano-malienne investit plus de 73 milliards de francs CFA dans des secteurs prioritaires au Mali. Parmi ces secteurs, on peut citer l'agriculture, l'eau potable, l'assainissement, la décentralisation, la bonne gouvernance et l'éducation. L'occasion est opportune pour évaluer notre coopération bilatérale aujourd'hui, déjà excellence, et de la renforcer en envisageant de nouvelles perspectives à hauteur des attentes de nos deux peuples. Comme nos deux pays cultivent et défendent les mêmes valeurs positives et universelles de démocratie, de bonne gouvernance, de protection des droits humains et de recherche du progrès. La coopération allemande intervient également dans les domaines de la paix et de la sécurité. L'amélioration des conditions sécuritaires sur la plupart du territoire permet une coopération plus étroite. Un retour progressif des personnes réfugiées et déplacées internes a été amorcé. Conséquence aussi du retour de l'administration permettant un accès accru aux services sociaux de base. En revanche, des progrès significatifs sont encore attendus concernant la situation sécuritaire dans quelques parties du nord du pays, la poursuite des négociations pour la paix et le processus de réconciliation nationale. La mise en œuvre du projet appui au programme national de l'irrigation de proximité a permis d'améliorer la production agricole, la transformation et la commercialisation de ces produits. Bientôt le temps des examens dans nos établissements scolaires. Depuis déjà près de 2 mois, le ministère de l'Éducation œuvre pour la moralisation des examens en République du Mali. Hier, le ministère a rencontré un partenaire incontournable pour la réussite des examens. Il s'agit de la sécurité dans les différents centres d'examen qui étaient au menu de cette rencontre suivie par Mamourou Sidibé. Le ministère de l'Éducation s'est fixé un objectif cette année, celui de la moralisation des examens et concours sur toute l'étendue du territoire national. C'est une période très sensible parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos examens sont toujours décriés. Il y a toujours des commentaires qui ne sont pas élogieux et qui mettent en cause la crédibilité même du travail que nous faisons. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés pour parer à toute éventualité. La sécurisation des examens, c'est d'abord la prévention. Et la prévention, c'est avant, pendant et après les examens. La sécurisation, ça comprend plusieurs volets. Les renseignements sont fournis pour éviter toutes les éventualités de fraude, afin que les examens, tout comme l'année scolaire s'est très bien déroulée, que la sécurisation et le déroulement des examens se passent de la même sorte. De toute façon, le ministre décide d'aller en guerre contre le phénomène. Les principaux acteurs de la biologie médicale du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Mali sont réunis ici à Bamako pour un atelier de formation. Atelier suivi par Rachel Tessougui. Les membres du réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biologique RESAOLAB sont réunis afin d'harmoniser la politique qualité et la formation continue du personnel des laboratoires en Afrique de l'Ouest. L'amélioration des services de laboratoire à travers le renforcement du système d'assurance qualité est l'une des 7 activités à mettre en œuvre dans le cadre du projet RESAOLAB+. Le premier atelier a pour objectif la définition et la validation d'un plan de la qualité des laboratoires, l'élaboration d'un plan harmonisé de supervision des laboratoires, la mise en place de l'évaluation externe de la qualité des laboratoires, la réflexion à propos de l'accréditation des laboratoires et l'évaluation des tests rapides. L'épidémie de la fièvre Ebola qui a frappé la Guinée est également au cœur des débats. L'épidémie d'Ebola en Guinée, elle est en Sierra Leone, au Libéria, etc. Et donc il est nécessaire pour nous de pouvoir communiquer, pouvoir monter ensemble des stratégies qui nous permettent de mieux surveiller les maladies, de mieux lutter contre les maladies, de mieux les identifier à l'origine. Le RESAOLAB regroupe les principaux acteurs de la biologie médicale de 7 pays d'Afrique, dont le Mali. Il a pour mission de mettre en place un système de laboratoire de biologie indispensable pour améliorer l'état de santé des populations.
La Caisse nationale d'assurance maladie CANAM a tenu la 8e session de son conseil d'administration. Le budget 2014 se chiffre à plus de 22 milliards de francs CFA contre 21 milliards en 2013, soit une hausse de 4,6%, nous dit Mariam Sagara qui a suivi ce conseil d'administration. La Caisse nationale d'assurance maladie CANAM se porte à merveille, une révélation du premier responsable de la structure. Ainsi, le budget en 2014 de la CANAM s'élève à plus de 22 milliards de francs CFA contre 21 milliards en 2013, soit 2,6%. Le démarrage a été difficile, non pas parce que la réforme n'était pas opportune, mais tout simplement parce qu'il y a eu un certain nombre d'incompréhensions. Aujourd'hui, la CANAM va de mieux en mieux. Tout simplement, nous avons à date enrôlé près de 580 000 personnes. Et tous les jours, nous avons des gens qui viennent pour s'immatriculer. Nous avons, entre 2012 et 2013, payé pour près de 4,5 milliards pour assurer la prise en charge des assurés. La dynamique d'ensemble imprimée dans le processus de la gestion de la réforme de l'assurance maladie obligatoire reste sauve. C'est le lieu pour moi de féliciter et d'encourager l'ensemble du personnel de la CANAM et son directeur pour avoir, en relation avec la tutelle, pris les dispositions idoines permettant d'assurer la continuité des actions à un moment crucial pour la conduite de la réforme de l'assurance maladie obligatoire. Après un parcours de combattant très rude aux premières heures de sa création, la CANAM amorce aujourd'hui une montée fulgurante vers son objectif assigné, ce qui prouve la nécessité de l'existence d'une telle structure au Mali. Le ministre Konaté a profité de cette 8e session pour réitérer la confiance du gouvernement à l'assurance maladie obligatoire. Son appel pressant aux partants exprime la volonté du gouvernement à assurer la facilité des soins à tous les Maliens. Le Rotary Club a remis à la direction de la santé une chambre froide, c'était vendredi dernier. Un coût de réalisation, 45 millions de francs CFA et l'infrastructure aidera à la conservation des vaccins. La remise des clés s'est déroulée au centre d'immunité en présence de Rotariens et plusieurs membres du département de la santé. Fatoumata Kone. D'une capacité de 100 mètres cubes, cette chambre froide servira de cadre à la conservation et au stockage des vaccins de campagne. La chambre est ainsi logée dans le Centre national d'immunisation, une réalisation du Rotary Club, d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Fruit d'une collaboration entre le ministère de la Santé et le Rotary International, vient à point nommé car il permet de renforcer les capacités de stockage de la section immunisation de la Direction nationale de la santé. Premier partenaire du gouvernement malien dans la lutte contre les maladies endémiques, le Rotary Club ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La polio est une lutte qui a été initiée par le Rotary depuis 1985. Et depuis 1985, le Rotary n'a cessé de lutter contre cette maladie. Et c'est le Rotary qui finance tous les vaccins, les bénévoles, leurs PRDM, et le coût opérationnel. Et à travers le monde, à chaque jour d'aujourd'hui, on est seulement à 3 pays endémiques, alors qu'en 1985, quand ça a commencé, 120 pays étaient endémiques au monde. Donc c'est pour dire qu'il ne reste plus que 1%. Et bon, il y a d'autres matériels qui ont été demandés, qui sont en cours d'acquisition. Mais on sait qu'il y a une urgence qui est là, les GNV ont commencé. Donc il fallait rapidement procéder à la remise de cette chambre froide. Depuis plus de 30 ans maintenant, le Rotary Club a lancé le programme Polio Plus qui permet de vacciner des milliers d'enfants à travers le monde contre la poliomyélite. Signature de protocole de collaboration entre la Chambre des mines et la Direction nationale des eaux et forêts. Un protocole dans le cadre de la protection de l'écosystème et du bon encadrement des orpailleurs. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de plusieurs acteurs du secteur de la recherche de l'or. Adama Koulibaly. C'est un partenariat entre la Direction nationale des eaux et forêts, la Chambre des mines, accompagnée par les représentants du secteur de l'orpaillage sur le terrain,
pour permettre de mener l'exploitation minière dans le respect strict de l'environnement établi par les autorités. Ce protocole vient à son heure dans la mesure où la quasi-totalité des sites miniers sont situés dans les forêts classées et les aires protégées et leur exploitation cause des dommages incommensurables sur les ressources forestières, fauniques et l'environnement. La Chambre des mines du Mali est parfaitement consciente des dommages que cause l'activité de l'orpaillage au couvert végétal, aux eaux, au sol, au sous-sol de notre pays. Mais nous restons également convaincus que l'orpaillage joue un rôle de plus en plus important dans l'amélioration des revenus des milliers de Maliens et par conséquent dans la lutte contre la pauvreté et la précarité. Pour le représentant du département des mines, tard vaut mieux que jamais pour protéger nos forêts, surtout celles qui sont classées par les autorités. La ville de Bougouni a servi de cadre en début de semaine pour le lancement de la première édition de la caravane agricole Tougouna. L'activité a été initiée par le Royaume du Maroc et le Mali et cette activité vise à développer l'agriculture dans notre pays. La cérémonie était présidée par le ministre du Développement rural, représentant le Premier ministre sur un commentaire de Nouhoum Sissoko. Cette caravane agricole de Tougouna Agro-Industrie, lancée dans le Bani Monotier en partenariat avec l'Office chérifien des phosphates OCP, est intitulée Sénékounafonin Tama. Autrement dit, la vulgarisation de techniques agricoles. Elle consiste à échanger avec les producteurs agricoles sur le processus de fertilisation des sols. Aider la terre à nourrir les hommes, ce n'est pas seulement produire et vendre des engrais, mais c'est faire en sorte que cet engrais conduisant à une meilleure production agricole en qualité et en quantité. Le directeur Afrique de l'Office chérifien des phosphates estime pour sa part que cette activité est la concrétisation du partenariat entre son groupe et Tougouna. L'objectif de cette caravane s'articule essentiellement autour de la sensibilisation des petits agriculteurs sur la fertilisation rationnelle et raisonnée et le partage des connaissances sur les bonnes pratiques agricoles. Pour le ministre du Développement rural, la caravane doit permettre d'esquisser une carte de fertilisation dans les zones concernées. Nous sommes engagés à signer une convention entre vous et nos services correspondants pour travailler très rapidement à l'établissement des cartes de fertilité. Et comme nous avons dit, nous commencerons par la zone CMDT, et c'est heureux que cette initiative couvre la zone CMDT, et la zone Oufi du Niger, qui est donc la grande zone de production de riz. La caravane agricole Tougouna OCP continue jusqu'au 7 juin prochain. Elle doit sillonner outre la région de Sikasso, celle de Ségou et Mopti. Le projet d'appui aux jeunes entrepreneurs Page Nieta déterminé à renforcer les capacités de production des jeunes de la région de Sikasso dans le domaine de l'agriculture. Et le projet vient d'organiser une foire aux semences pour faciliter l'accès aux semences de qualité. C'était à Sikasso et nous retrouvons Sekou Konaté. Par l'organisation de la présente foire aux semences, le projet d'appui aux jeunes entrepreneurs, Page Nieta, veut offrir un espace d'échange et d'information entre acteurs du projet et producteurs de semences. Elle intervient après une session de formation en céréalculture et en fabrication de savon pour plus de 1400 jeunes, parmi lesquels 914 femmes de 14 à 25 ans, déscolarisées et non scolarisées. Cette démarche vise d'abord à montrer aux jeunes comme quoi l'entrepreneuriat rural dans lequel ils sont engagés est véritablement une option viable et qu'ils ont des partenaires avec lesquels ils pourraient compter dans cette longue marche vers le développement économique et social. Ainsi, les jeunes entrepreneurs en céréalculture recevront chacun des tickets d'achat de semences de sorgho, mil, maïs et niébé pour une valeur de 25 000 francs CFA et une charrue. Et pour les initiés à la fabrique de savon, un kit complet. C'est un appui, ce qui veut dire qu'ils sont les principaux acteurs par rapport à la réussite de cet entrepreneuriat-là. Donc c'est les faire comprendre qu'un appui est ponctuel et qu'ils puissent prendre vraiment cela comme un véritable élan qui ne doit pas s'estomper.
Et pour les autorités régionales, l'initiative de Pagneta bénéficiera de tout l'accompagnement. Au Mali, ce qui est clair, c'est grâce à l'agriculture que nous pouvons nous développer comme il le faut. Et ceux qui s'engagent dans ça, je crois qu'ils ont tout l'appui du gouvernement malien et de toutes les autorités présentes ici. A rappeler que le projet Pagneta est financé par l'USAID à hauteur de 30 millions de dollars. Il couvre les régions de Kayes, Koulikoro, Sekasso et Tombouctou pour 5 ans. Près de 283 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements mis à la disposition du Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Servitex. La réception technique de ces équipements par la commission technique de l'UEMOA, c'était mardi dernier à Ségou, Kandesila, que nous retrouvons. Ces matériels réceptionnés officiellement par la commission technique de l'UEMOA au profit du Servitex, le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile, sont composés de générateurs d'azote, de spectrophotomètres d'absorption atomique, de chromatographes phase liquide à haute performance et autres microscopes à balayage de table. Le montant total des équipements s'élève à près de 283 millions de francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la filière coton textile Paficote, un projet financé par la PAD dont la composante régionale est gérée par l'UEMOA. En fait, il s'agit de mettre à la disposition du Servitex ces équipements parce que nous voulons qu'ils puissent assurer un rôle régional pour appuyer les acteurs de la filière coton et même accompagner différents acteurs. Ces équipements viennent à renforcer les capacités du centre dont l'une des missions demeure la formation et la recherche dans le domaine du coton-fibre et annexes. Tous ces appareils que nous venons de recevoir dans le cadre du Paficote vont nous renforcer dans la formation initiale des ingénieurs et dans la formation continue des acteurs et des techniciens des unités textiles. Le Servitex, qui a été créé en 2004, compte plus de 350 étudiants, dont des Burkinabés, des Béninois et des Maliens. Le Servitex abrite également le Centre technique régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont la mission est de fournir l'assistance technique nécessaire au laboratoire de classement des pays membres. Inauguration en début de semaine de la Maison des élus à Kayes. La réalisation de cette infrastructure a coûté 92 millions de francs CFA, dont 69 millions sur fond de la Sotelma, 18 millions sur fonds propres du Conseil de Cercle et 5 millions sur le financement de l'ANICité. Nous retrouvons Mahamadou Aliou Bari depuis Kayes. 92 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation de la maison des élus de Kayes. La maison porte désormais le nom de Badji Kanté, premier vice-président du conseil de cercle de Kayes qui nous a quittés le 12 mai dernier. Ce bâtiment comprend 8 chambres climatisées équipées, 4 chambres ventilées équipées avec toilettes et une salle d'accueil. Kayes, c'est le cercle de la capitale régionale. Chaque semaine, nous avons une rencontre des élus locaux. Et c'est des élus qui viennent des villages d'environ 100 km, 90 km, qui dorment sous les vérandas des champs. Et pendant la saison pluvieuse, ils ont, à cause même du manque d'hospitalité, ils ne viennent pas en session. Donc nous nous sommes dit qu'avec des per diem de 2 000 francs, 3 000 francs par élu, et qu'il serait mieux de faire un toit pour les élus locaux, pour faciliter leur séjour dans la capitale régionale. Le gouverneur des régions s'est réjoui de la réalisation de ce joyau architectural dans la cité des Rails. Nous sommes tous conscients qu'au niveau de la région et plus particulièrement au niveau de la ville de Kayes, nous manquons d'infrastructures d'accueil. Ce joyau architectural viendra donc combler un tant soit peu ce déficit. Et je sais que sous l'auspice du conseil régional, ce type de bâtiment a été réalisé un peu partout à travers la région. La présente infrastructure est le fruit de la collaboration entre le conseil régional, le conseil des cercles et l'ANICT. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire de Feu Badji Kanté et tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur à Kidal le 17 mai dernier.
Le Festival international du rail de Caille, initialement prévu pour demain vendredi, est reporté à une date ultérieure pour cause de deuil qui a été décrété par le gouvernement du Mali suite aux événements survenus dans la région de Kidal. Et l'information du jour, c'est la visite du président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, qui est arrivé à Bamako pour une visite de 24 heures. La situation de Kidal au menu de la visite et l'occasion de rectifier une erreur nous a fait dire que le président mauritanien a déjà quitté Bamako. Le président mauritanien est toujours à Bamako. Il poursuit sa visite. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, l'information reprendra ses droits. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente nuit à tous. Au revoir.